En Libye, les pouvoirs rivaux retournent à la table de négociation. Les discussions en vue d'un cessez-le-feu devraient reprendre entre le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d'union nationale. Deux importantes figures de la contestation algérienne, dont Karim Tabou, bientôt libre, c'est l'annonce faite par un chef d'un parti d'opposition qui affirme avoir plaidé leur cause auprès du président Abdelmadjid Tebboune. Et puis, l'Afrique du Sud fait appel aux praticiens médicaux qui avaient lutté dans la stigmatisation du VIH-Sida dans la lutte contre le coronavirus. C'est dans la ville du Cap-Oriental que la pandémie sévit le plus. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La mission de l'ONU, la MANUL, en Libye, a affirmé ce mardi que les pouvoirs rivaux avaient accepté de reprendre les pourparlers après donc une suspension de plus de 3 mois en vue d'un cessez-le-feu dans le pays. La Libye qui est donc en proie au chaos depuis le départ de Mouammar Kadhafi. La MANUL se félicite de l'acceptation par le gouvernement d'union nationale et l'armée nationale libyenne de reprendre les pourparlers sur l'arrêt des combats selon un communiqué transmis à l'AFP. Pour l'heure, aucune des deux parties n'a toutefois confirmé cette annonce et des combats se poursuivent, notamment près de Tripoli, dans le nord-ouest. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son armée autoproclamée tentent en vain, depuis avril 2019, de s'emparer de la capitale où siège le gouvernement d'union nationale, entité reconnue par l'ONU. Ces affrontements qui ont fait des centaines de morts, dont de nombreux civils et poussés à la fuite, plus de 200 000 personnes ont été marquées au cours de l'année écoulée par l'implication croissante de puissances étrangères. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement auprès du gouvernement d'union nationale qui a enchaîné récemment les succès militaires. Toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué, la dernière en date remontant à janvier, à l'occasion d'une conférence à Berlin. Dans son communiqué, l'ONU appelle les États soutenant l'une ou l'autre partie à respecter les engagements pris à Berlin et la résolution adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité des Nations Unies, portant notamment sur l'arrêt des ingérences. Le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif, souligne encore la MANUL. En février, au moment de la suspension des pourparlers, les camps rivaux avaient accepté de négocier un cessez-le-feu permanent au sein d'une commission militaire conjointe, gouvernement d'union nationale pro-Haftar. L'annonce de la MANUL intervient 2 jours après un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian et le chef du gouvernement d'union nationale Fayez Al-Sarraj, le premier depuis des mois, alors que la France a été accusée de miser sur le maréchal Haftar. En Algérie, 2 des principales figures du mouvement de contestation, le Hirak, vont être prochainement libérées. Il s'agit de Karim Tabou et de Samir Ben Larbi. L'annonce a été faite par Sofiane Jalil, chef d'un parti d'opposition, qui affirme avoir plaidé leur cas auprès du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Karim Tabou et Samir Ben Larbi pourraient bientôt retrouver leur liberté. C'est ce qu'a déclaré Soufiane Dilali, président du parti d'opposition Djil Jadid, reçu à sa demande par le chef de l'État algérien. L'opposant dit avoir intercédé en leur faveur auprès du président Abdelmadjid Tebboune, qui a assuré qu'il userait de ses prérogatives constitutionnelles. Dans le droit algérien, le chef de l'État bénéficie d'un droit de grâce. Celui-ci ne concerne en principe que les détenus définitivement condamnés, ce qui est le cas de Karim Tabou, vétéran de l'opposition, qui purge une peine d'1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. En revanche, le militant Samir Ben Larbi, opposant de longue date du régime, est en détention préventive depuis le 7 mars dernier. Plusieurs ONG algériennes et internationales réclament la libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de tous les prisonniers et prisonnières d'opinion incarcérés en Algérie. Selon le Comité national pour la libération des détenus, une 60aine de personnes sont actuellement détenues pour des faits liés au Irak. Le mouvement de contestation Irak réclame un changement de système en place depuis l'indépendance du pays en 1962.
En vain jusqu'à présent, même s'il a obtenu en avril 2019 le départ du président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne. Les forces de sécurité du Mozambique pourraient avoir éliminé les chefs de groupes islamistes qui sèment la terreur depuis 2 ans et demi dans l'extrême nord du pays. C'est ce qu'a annoncé le président Filipe Nyusi après une attaque djihadiste envergure dans la région. Des images amateurs montrent les dégâts dans la petite ville de Macomia, au nord du Mozambique, après une attaque menée par des insurgés djihadistes le 28 mai. Nous possédons des informations selon lesquelles des officiels supérieurs que nous pouvons considérer comme les chefs de ce groupe ont été abattus, mais les forces de défense et de sécurité le confirmeront au moment opportun, a déclaré le président Filipe Nyusi dans une interview à la chaîne de télévision publique. Les djihadistes ont envahi dans la nuit de mercredi à jeudi la ville de Macomia qui compte plusieurs milliers d'habitants et contraint à la fuite la population et les forces de sécurité, a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP un policier stationné sur place. Des bâtiments publics de Macomia ont été détruits et le réseau téléphonique local coupé selon les rares informations collectées par ce policier qui a fui la ville. Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab opèrent dans la province du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie et riche en gisements gaziers sous-marins. Ces 2 derniers mois, les djihadistes se sont enradis, intensifiant leurs attaques en détruisant des infrastructures importantes comme les bâtiments du siège du gouvernement ou des agences bancaires. Les violences dans le Cabo Delgado depuis fin 2017 ont fait plus de 1100 morts, dont 700 civils, a recensé une ONG. Elles ont provoqué le déplacement d'au moins 150 000 personnes selon les autorités. Depuis plusieurs mois, le groupe État islamique revendique la plupart de ces opérations. Malgré les promesses de Filipe Nyusi, l'armée et la police mozambicaine se sont jusque-là montrés incapables de ramener l'ordre, malgré la multiplication récente de leurs opérations conduites avec le soutien de compagnies militaires privées. La semaine dernière, le Mozambique a officiellement appelé ses voisins d'Afrique australe à lui venir en aide. Le groupe Boko Haram reste très actif au Niger. La secte islamiste multiplie ses attaques dans les régions. Dans le seul mois de mai, par exemple, les éléments du groupe ont frappé à 4 reprises la ville de Difa, une ville frontalière au Nigeria. Difa, la capitale régionale de 200 000 habitants, située à la frontière avec le Nigeria, a été attaquée à plusieurs reprises en mai, alors que 12 soldats nigériens au moins ont été tués dans l'attaque du poste Blabrine au nord-est, proche du Tchad. Habitants et autorités sur place ne distinguent pas Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, issu d'une scission de Boko Haram, et parlent indifféremment du groupe. Mais la propagande djihadiste fonctionne à plein, notamment après l'attaque de Douchi, pont d'entrée à 10 km de Difa. Une vidéo du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest montre des insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des stocks d'armement. La vidéo se termine par un combattant tirant sur un soldat inanimé au sol. Les images ont fait peur. Si le pont tombe, qu'est-ce qui va se passer, s'inquiète un journaliste local. Les habitants vivent avec la menace depuis 2015 et les premières attaques des islamistes nigérians de Boko Haram sur le sol nigérien. Après des années de combats incessants, la situation avait connu une accalmie au cours des 8 mois avec 3 attaques seulement contre l'armée. Le Tchad avait récemment lancé une offensive pour venger la mort d'une centaine de ses soldats tués sur la presque île de Booma, plus lourde pète jamais enregistrée par le Tchad. N'Djamena a affirmé avoir tué 1000 combattants et chassé les djihadistes de son sol. Et au Nigeria, le gouvernement a autorisé la réouverture des églises et des mosquées dès ce mardi dans le cadre de l'allègement des mesures destinées à stopper la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Ces rassemblements religieux sont autorisés à condition de respecter des mesures barrières comme le port du masque et la distanciation sociale. Les églises et les mosquées ont rouvert dès ce mardi au Nigeria dans le cadre de l'allègement des mesures destinées à stopper la propagation du nouveau coronavirus. Ces rassemblements religieux ont été autorisés par le gouvernement à condition de respecter des mesures barrières comme le port du masque et la distanciation sociale. Le couvre-feu nocturne a été également allégé de 22h à 4h du matin contre 20h à 6h du matin initialement instauré
tandis que les écoles, restaurants, bars, cinémas et boîtes de nuit demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Les vols intérieurs pourront reprendre à partir du 21 juin, a par ailleurs annoncé le gouvernement, sans toutefois donner d'informations sur une éventuelle reprise des vols internationaux. Les autorités ont aussi décidé de lever le confinement total encore en vigueur à Kano, la grande ville commerçante du nord du pays et l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus au plan national. Le Nigeria recensait lundi un peu plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19, dont 287 décès. Ces dernières semaines, les appels plaidant pour un retour à la normale des activités économiques dans tout le pays se sont multipliés. Le Nigeria, très durement affecté par la crise actuelle, pourrait entrer en récession avant la fin de l'année, selon les prévisions du Fonds monétaire international. Et en Afrique du Sud, plus précisément au Cap occidental, le point chaud du Covid-19, les praticiens médicaux qui avaient auparavant travaillé à la lutte contre la stigmatisation du VIH-Sida étant de leur expertise, ils se retrouvent désormais sur le front du Covid-19 pour aider à lutter contre la pandémie. À l'époque, l'attitude à l'égard du VIH était complètement différente. C'était différent parce que les gens ne connaissaient pas la maladie. Étrange maladie, elle n'était pas documentée comme l'a été et l'est encore le Covid. Aujourd'hui, avec les médias, tout le monde sait de quoi ça retourne. With the HIV, there was a lot of stigma with HIV. The way La stigmatisation liée au VIH était très forte. La façon dont vous pouviez le contracter, parce que c'est mis en avant, c'est en ayant des relations sexuelles avec une personne séropositive. Et puis, les gens de la ville se sont dit que c'était une maladie d'homosexuels et d'hommes blancs. Mais ensuite, c'est devenu difficile à la maison. C'est arrivé dans les townships. it came to the township, that's when Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.